Allez, je vais démarrer. Donc, merci beaucoup pour être présent ce soir, hein, pour ce webinaire sur comment optimiser votre production apicole avec Megabi. Juste quelques petites informations pour l'organisation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le petit onglet Q&R, donc questions et réponses. Donc, pendant la présentation, ma collègue Lorraine, qui est connectée également, va essayer de me faire une petite sélection des questions pour lesquelles je vais essayer de répondre en fin de présentation. Voilà, après ce webinaire sera rediffusé plus tard, il sera mis en ligne. Et puis pour les questions pour lesquelles on n'aurait pas réussi ou pas eu le temps de répondre, on essaiera de pouvoir vous répondre par mail en tout cas. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rémi Padet, donc je suis le responsable du pôle recherche, innovation et technique pour abeilles pour Veto Pharma. Donc, je suis chez Veto Pharma depuis 2017. Donc avant d'arriver chez Veto Pharma, je travaillais pour l'ADA Bretagne. Donc, j'étais technicien de l'ADA Bretagne. Et du coup, j'ai découvert, on va dire, la passion de l'abeille en 2009. Pendant un de mes stages effectués en Australie sur voilà, la compréhension du comportement de l'abeille à miel. Et depuis 2009, pendant mon cursus d'ingénieur agronome, eh bien, je suis voilà, tombé amoureux de la petite abeille et j'en ai fait mon métier et en tout cas essayé une volonté, essayer de vous apporter à vous, apiculteurs ou apicultrices, des solutions pour essayer de vous aider pardon, dans la gestion de vos colonies. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions pendant le webinaire et on y répondra à la fin. Donc comment optimiser votre production apicole avec Megabi? Déjà, on va essayer de faire un petit peu de contexte, hein. Je pense que vous le savez tous, mais il est bon parfois de rappeler un peu les choses. Donc, de quoi les abeilles ont besoin? Il faut savoir que les abeilles, elles ont besoin de protéines, c'est un peu comme nous, hein, de protéines et de glucides. Où est-ce qu'elles trouvent en majorité les protéines? Donc, elles vont le chercher dans le pollen et ensuite elles vont le stocker et le transformer en pain d'abeille pour pouvoir le consommer plus tard. Elles vont aussi avoir besoin du coup de glucides. Ces glucides, elles vont le trouver dans le nectar et elles vont le stocker dans la ruche sous forme de miel pour pouvoir également le consommer plus tard. Mais elles ont aussi besoin, comme nous, de lipides, de vitamines, de minéraux et elles vont aussi chercher la propolis. Donc tout ça, elles le trouvent dans le pollen, dans l'eau et du coup à l'extérieur de la colonie. Et elles ont besoin aussi d'énormément d'eau. Donc là, vous avez pu le voir peut-être cette année avec les vagues de chaleur, les colonies dans ces périodes-là consomment énormément d'eau pour essayer de diminuer la température de la colonie. Et donc l'eau, forcément, c'est un élément important qu'on trouve à l'extérieur de la colonie. Nos abeilles, à l'heure actuelle, si on essaye de faire un peu l'historique de l'apiculture et de comment était l'environnement à l'époque, eh ben, nos abeilles, elles évoluent malheureusement dans un environnement qui est en pleine mutation. Je pense que je vous apprends rien en vous disant qu'on subit de plein fouet le changement climatique, le dérèglement climatique, avec par exemple d'énormes feux de forêt. On en a eu quelques-uns en France, on en voit beaucoup aux États-Unis, au Canada. Également, des sécheresses qui sont de plus en plus récurrentes, ou alors, à l'inverse, de fortes précipitations. Donc tout ça, eh ben forcément, vu ce qu'on a vu précédemment, eh ben ça va impacter, on va dire, le bol alimentaire et la disponibilité surtout de ce bol alimentaire pour nos abeilles. Donc c'est là où il faut être très très vigilant et c'est votre métier en tant qu'apicultrice ou apiculteur de surveiller un petit peu vos colonies pour que tout se passe bien et que ça ait entre guillemets le moins d'impact possible sur le développement de vos colonies pour ne pas non plus impacter vos potentielles récoltes parce que qui dit récolte dit revenu. Donc voilà, il faut être très vigilant là-dessus et suivre un peu le développement à la fois du climat et de vos colonies. Ce changement climatique, donc on parle souvent, on a beaucoup de discours en ce moment sur la diminution de l'impact carbone, que ce soit sur les transports, sur l'agriculture, etc. Parce qu'on a nos taux de CO2 atmosphérique qui augmentent et qui provoquent justement ce réchauffement climatique. Et ben, faut savoir, par exemple, qu'il y a quelques publications qui montrent que l'augmentation du taux de CO2 atmosphérique, que vous pouvez voir ici, eh bien, il est corrélé avec, par exemple, la diminution du taux de protéines qu'on peut trouver dans certains pollens. Donc là, par exemple, c'est des échantillons de Solidago canadensis, donc la gerbe d'or,
qui ont été prélevés entre 1842 et 2014. Et comme vous pouvez le voir, donc, le taux de CO2 atmosphérique augmente et le taux de protéines que les abeilles peuvent trouver dans ce pollen de cette plante, eh ben, il diminue. Donc voilà, c'est un impact concret du dérèglement climatique et du changement climatique. Donc voilà, les abeilles vont devoir aller chercher plus de pollen pour avoir la même quantité de protéines entrantes dans la colonie. Quelques bons réflexes à adopter. Encore une fois, je pense que je vais rien vous apprendre en vous disant cela, mais qu'est-ce qui est hyper important quand vous gérez des colonies? Eh ben pour moi, la première chose, c'est le choix de l'emplacement. J'ai essayé d'illustrer un petit peu ce propos avec deux photographies. Donc vous voyez celle sur la droite, donc c'est ce qu'on peut appeler un environnement diversifié, où on va avoir diverses sources, que ce soit nectarifères, polliniques, de l'eau, etc., avec la présence de rivières, de potentiels mares ou lacs, par exemple. Donc là, on a beaucoup de ressources de nature différente. Donc ça, c'est hyper important pour les abeilles, hein. C'est comme nous, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et bien les abeilles, elles vont aller chercher un tas de pollen et de nectar différents pour pouvoir répondre à leurs besoins. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un petit peu l'expérience, mais par exemple, si vous déposez des ruches sur un champ de colza au printemps, et ben, si vous regardez un petit peu le pollen qui va rentrer, et ben, c'est pas parce que les colonies sont à proximité immédiate du champ de colza qu'elles ne vont ramener que du pollen de colza. Elles vont aller chercher énormément de pollen différents. Donc, si vous regardez un petit peu les pelotes de pollen, elles sont toutes différentes parce qu'elles ont des besoins différents. Et en comparatif, donc je vous ai mis, ça c'est un voyage que j'ai effectué en 2019 hein, pour aller à la rencontre des apiculteurs américains en Californie, donc, qui transhument pour la pollinisation des amandiers. À l'inverse, donc vous avez des apiculteurs qui installent des ruches dans des paysages, on va dire, de monoculture complet. Donc là, clairement, comme vous pouvez voir, la ressource pollinique et nectarifère va être très monoculture, clairement, avec peu de diversité. Et donc là, les apiculteurs, typiquement les apiculteurs américains, utilisent énormément de ce qu'on appelle de compléments alimentaires ou de supplémentation pour pouvoir justement pallier à ce manque de diversité. Et pour terminer là-dessus, sur le choix de l'emplacement, le seul moyen, vous pouvez faire tout un tas d'études, de SIG, etc., pour aller voir un petit peu ce que vous avez comme type de culture, mais le meilleur moyen de tester un emplacement, enfin d'identifier un bon emplacement, c'est de le tester. Donc vous saurez comment vos abeilles vont hiverner, comment elles vont redémarrer au printemps, quelle va être la production de miel, est-ce que vous allez avoir un bon développement des colonies, etc. Vous l'avez remarqué aussi, donc on va parler de mégabis, donc un complément protéiné. Juste, je voulais être c'est très important. Il n'y a pas de supplémentation protéinée sans apport de glucides. Les abeilles, pour assimiler des protéines, elles vont avoir besoin d'énergie et donc de glucides pour casser un petit peu les protéines pour pouvoir les assimiler. Donc, je vous ai remis quelques grandes sources de glucidiques inconnues, donc des sucres simples qui sont facilement assimilables par l'abeille, hein. Donc, vous avez saccharose, glucose, fructose, majoritairement les composants du miel. Vous avez ensuite le tréhalose, mélésitose, maltose. Et je vous ai remis juste le descriptif glucose-fructose, hein, parce que beaucoup de ces sucres sont des disaccharides ou des trisaccharides. Donc voilà, euh, ils sont composés de soit de 2 glucoses, soit de 2 glucoses plus un fructose, etc. Mais voilà, tout est comme pour l'humain, une question d'équilibre entre ces différents éléments. Vous allez me demander pourquoi supplémenter les abeilles. Alors, la supplémentation des abeilles, juste, je vais être très clair, elle n'est pas automatique. Elle est à décider en fonction de votre stratégie apicole. Voilà. Est-ce que vous voulez aller faire une pollinisation? Est-ce que vous voulez préparer les colonies spécifiquement pour aller sur une mielée spécifique, etc. Mais en gros, donc, vous pouvez utiliser la supplémentation protéinée, donc pour augmenter la population d'abeilles. Qui dit plus d'abeilles dit logiquement meilleure production. Encore une fois, si l'environnement le permet, parce que si vous avez plus d'abeilles mais que l'environnement n'est pas bon et ne propose pas de nectar et de pollen, et bien là, ça va être encore pire, il va falloir supplémenter avec des glucides, pardon, les colonies. Préparer les colonies pour une mielée particulière ou la pollinisation, comme je l'ai expliqué.
soutenir le développement des colonies en cas de disette ou de sécheresse. Donc ça, c'est très important. Ça va vous permettre de maintenir un niveau d'élevage minimum pour que les abeilles et que la colonie, en tout cas, prenne moins de temps pour être de nouveau, euh, on va dire, apte à aller récolter ou à aller faire une mielée spécifique. Donc pour renforcer les colonies pour la division ou la création de nouveaux essaims, supplémenter avec des protéines des nouveaux essaims, ça va les aider à se développer plus facilement. Mais encore une fois, rappelez-vous, il faut toujours apporter également des glucides. Pour renforcer les colonies après une exposition aux pesticides ou suite à une forte infestation varroa, pour maintenir un seuil d'élevage suffisant pendant une période climatique défavorable, pour également permettre aux colonies de stocker plus que de consommer. Donc ça, c'est un point qui est aussi important. Vous pouvez avoir l'environnement qui va fournir ce qui est nécessaire à la colonie pour se développer, etc. Mais en utilisant des suppléments, de la supplémentation, vous allez pouvoir leur permettre de stocker un peu plus et du coup, pour, par exemple, préparer l'hiver, etc. Et du coup, qu'elles aient des bonnes réserves. Et en préparation à l'hivernage, donc augmenter la quantité de corps gras et de vitellogénine. On va y revenir un petit peu plus tard, mais ça c'est primordial. Juste, je pense que vous avez déjà fait un petit peu le tour sur tous les compléments protéinés que vous pouvez trouver dans les différents magasins apicoles, etc. Il faut savoir que toutes les protéines ne se valent pas. Donc j'ai pris deux exemples. Par exemple, la protéine issue du soja, donc qui n'est pas forcément bien processée, etc. Les protéines issues de soja, vous pouvez trouver deux types de sucres, qui sont le stachyose et le raffinose, qui sont dangereux pour les abeilles. Mais vous pouvez également trouver un inhibiteur de la trypsine, qui va, lui, empêcher l'assimilation des protéines par les abeilles. Donc ça, c'est un peu hallucinant, c'est que vous allez mettre un complément protéiné basé sur des protéines de soja, et ça va limiter l'assimilation des protéines. Donc là, je pense qu'il y a des questions à se poser. Les protéines d'œufs également. Bon, on est sur les abeilles, je ne vois pas trop ce que les protéines d'œufs viennent faire ici, mais il existe des produits, ou en tout cas ça a été utilisé dans le passé. L'albumène de l'œuf donc, contient un antinutriment qui s'appelle l'avidine et qui, en s'associant avec la biotine, va bloquer encore une fois l'absorption des protéines. Et on peut aussi avoir des risques de contamination du miel, donc d'adultération. Donc pourquoi acheter un complément protéiné qui va aller bloquer l'assimilation des protéines? C'est clairement une question qu'on pourrait se poser. Il faut juste savoir, je reviens sur la farine de soja. L'objectif d'un complément protéiné est d'apporter des protéines. Il faut savoir que le soja est une des protéines les moins chères qu'on peut trouver sur le marché. Donc forcément, les entreprises, etc., vont aller chercher un petit peu à utiliser des protéines les moins chères possibles pour pouvoir avoir un prix acceptable sur le marché. Il faut savoir également que le pourcentage de protéines que vous allez pouvoir lire sur les différentes étiquettes, etc., ne fait pas tout. Donc par exemple, un produit peut contenir un pourcentage de protéines plus élevé, mais ça ne va pas forcément aider si, par exemple, le ratio des acides aminés essentiels, donc il y a 10 acides aminés essentiels pour l'abeille, ne sont pas dans les bons ratios. Ça veut dire que les abeilles, en fait, vont, entre guillemets, jeter une bonne partie de la protéine parce qu'elles vont devoir, pour essayer de compenser ce manque de ce bon ratio, entre guillemets. Donc elles ne vont pas tout assimiler et donc vous allez, entre guillemets, perdre un peu ce que vous avez apporté aux colonies. Si le produit n'est pas appétant, donc il faut savoir que voilà, certains produits ne sont pas très appétants pour l'abeille. Donc le moyen d'augmenter un petit peu l'appétence des produits, ça va être de rajouter un peu de sucre. Parce que bon, les abeilles, ça, je vous apprends rien non plus, elles sont quand même relativement attirées par le sucre. Et ou alors ajouter des, on va dire, exhausteurs de goût ou des saveurs pour augmenter artificiellement cette appétence. Et également, un point très important, c'est la taille des particules. Il faut que le produit ait une taille de particules homogène et très faible, très petite. Donc, une, une taille de particules non homogène, ça va diminuer l'assimilation des protéines par la colonie. Et vous pouvez le remarquer, par exemple, si sur les fonds de ruche, quand vous mettez un complément protéiné, des fois, sur certains produits, vous allez retrouver beaucoup de déchets sur le fond de la ruche. Et ça veut dire que les abeilles n'ont pas réussi à assimiler le produit. Donc voilà, c'était quelques petits conseils à garder en tête la prochaine fois que vous allez
potentiellement acheter un complément protéiné. Ça, c'était un petit point que je voulais faire aussi, vérifier ce que vous achetez. Il y a énormément de choses sur le marché, etc. Et il faut savoir qu'il y a certains étiquetages qui peuvent être, à mon sens, mal interprétés. Donc, j'ai masqué un petit peu pour pas qu'on reconnaisse le produit. Mais par exemple, ici, composition. Donc, vous allez lire 25% de levure végétale. Donc, le produit, par exemple, va s'appeler X25, X12, X8, X10. Donc ici, c'est indiqué 25% de levure végétale. Mais si vous allez un petit peu creuser dans les constituants analytiques, regardez, protéines brutes, 17,5. Donc on passe de 25% de levure végétale dans la composition à 17,5 de protéines. Donc voilà, soyez vigilants sur ce que vous pouvez lire sur l'étiquetage. Alors c'est vrai que des fois, c'est pas forcément évident à détecter, mais je pense que c'est des points importants. Si vous pensez acheter un produit à 25% de protéines et qu'au final vous en avez 17,5, c'est pas tout à fait la même chose. Donc une petite checklist, donc on va dire la liste de souhaits pour une meilleure nutrition. Donc une faible taille des particules pour augmenter l'assimilation par les abeilles. Un taux de protéines qui est adapté à votre stratégie. Donc pourquoi vous voulez supplémenter, à quelle période, etc. Un équilibre des acides aminés essentiels, un bon pH. Donc ça, les abeilles, hein, vous savez, le miel, on est à peu près un pH autour de 4. Donc clairement, les abeilles sont très attirées par des compléments qui sont un petit peu acides. Donc ça, c'est très important aussi, mais à la fois pour l'équilibre, on va dire, digestif pour les abeilles. Donc c'est hyper important que ce soit un peu acide. Une utilisation variée, donc vous pouvez avoir des produits qui peuvent être utilisés soit sous forme liquide en étant mélangés à du sirop, soit sous forme de poudre, soit sous forme de pâtis. Alors j'ai laissé ce terme pâtis parce que c'est vrai que bah, nous on l'utilise beaucoup, hein, des pains protéinés, on va dire, mais pâtis. Voilà, c'est un terme que vous pouvez employer couramment, donc qui est un mélange relativement, bah, c'est un pain clairement fait de sucre, de protéines. Et il faut que ce produit soit très appétant justement pour que les abeilles le consomment et l'assimilent. Ça, c'était un petit historique, hein, parce que Megabi, donc Megabi, historiquement, il a été développé en 2001, pardon, en 2001 ou 2006, je ne sais plus, excusez-moi. Donc aux États-Unis par Gordon Wardell, qui était à l'époque un chercheur à l'USDA. Donc voilà, il a passé énormément d'années à identifier des bonnes sources de protéines, on va dire, pour les abeilles. Je vais vous expliquer comment il a fait et comment nous on a fait également. Et donc il a développé ce produit Megabi aux US, donc bah, sans doute en 2006, pardon. Et donc j'ai rencontré Gordon, voilà, bah, ça faisait partie des partenariats que Veto Pharma peut avoir avec des chercheurs ou des entreprises extérieures. Et du coup, on a commencé à discuter ensemble pour faire une version Megabi pour l'Europe, hein, parce que voilà, le Megabi US était basé sur une protéine de soja OGM. Donc clairement pas acceptable pour l'Europe. Et clairement, notre objectif chez Veto Pharma était de sortir du soja. Et forcément, bon, pour la réglementation européenne, de ne pas avoir d'OGM dans la formulation. Et donc, on a développé entre, on va dire, 2018 et 2024 le complément protéiné Megabi. Comment on a fait pour développer Megabi? Il faut savoir que Megabi, il y a plusieurs matières premières dans Megabi. Donc, comment on a fait? En fait, on a demandé juste aux abeilles quelle matière première vous préférez. Donc, par exemple, je cherche une matière première, on va dire une levure, par exemple. Je cherche à identifier la bonne source de levure. Donc, vous pouvez avoir 5, 6 sources différentes pour une même levure. Donc, nous, ce qu'on a fait, je vous ai mis une petite photo pour vous expliquer, c'est qu'on a pris chacune des sources différentes pour une même matière première et on a été le mélanger avec une même quantité de sirop. On en a fait des petits pains, comme vous pouvez voir ici dans les différentes clayettes là. Et on a été donc suivre ça dans le temps. Donc on a laissé les abeilles le consommer. Et en gros, on a sélectionné nos différentes matières premières en demandant aux abeilles qu'est-ce que vous préférez. Donc par exemple ici, la source 16 a été la plus consommée. Donc on a été choisir celle-là pour au final en faire Mégabi. Et donc ça, on l'a fait sur toutes les différentes matières. Donc clairement, c'est un produit qui est très appétant.
La taille des particules, donc je vous l'expliquais un petit peu au-dessus, elle est cruciale pour l'assimilation. Le système digestif de l'abeille, il n'est pas très très long, hein. Donc clairement, l'objectif, c'est d'avoir des tailles de particules les plus petites possibles. Donc par exemple, sur Mégabi, on a 75% des particules qui composent la poudre Mégabi qui ont une taille inférieure à 45 microns. Donc là, en comparatif, vous avez des grains de pollen et Mégabi. Donc l'intérêt de diminuer cette taille de particules, c'est qu'on va augmenter la surface d'échange, une fois que l'abeille va l'ingérer en tout cas. Donc on va augmenter la surface d'échange et on va augmenter l'assimilation du coup des protéines. Donc c'est hyper important. Clairement, les abeilles ne peuvent consommer que des choses liquides. Donc de la poudre, elles vont devoir le transformer en le mélangeant à du miel, etc., pour pouvoir l'assimiler. Mais voilà, la faible taille des particules est un élément crucial pour maximiser l'assimilation des protéines. Là, encore une fois, je pense que je vais rien vous apprendre, mais je pense que c'était important de refaire ce petit bilan. Qu'est-ce qui peut impacter la durée de vie des abeilles? Bah, vous avez forcément l'exposition aux pesticides. Je fais le petit aparté en ce moment sur bah, ce qu'on peut vivre avec la loi du plomb, par exemple. Donc voilà, ça fait partie de ces choses-là. Les parasites, les pathogènes, donc virus, champignons, bactéries, etc. Mais également, du coup, un environnement peu diversifié. Comment une bonne nutrition va pouvoir impacter positivement, on va dire, la colonie? Alors, nous, c'est un petit peu une règle d'or qu'on s'est fixée, c'est enfin, qui est communément admise, en tout cas pour dans l'apiculture, c'est que qui dit protéines dit longévité. Donc on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on va aller essayer d'explorer ce qu'on appelle nous la fontaine de jouvence des abeilles. Donc là encore une fois, je pense ne rien vous apprendre, mais les glandes hypopharyngiennes jouent un rôle vital, essentiel dans la colonie. Donc les glandes hypopharyngiennes dans la tête de nos petites abeilles. Donc les nourrices, c'est les seules abeilles qui ont des glandes hypopharyngiennes actives. Ces glandes, elles vont permettre la production de la gelée royale, qui est essentielle au développement du couvain, mais aussi, par exemple, des nouvelles reines, pendant un essaimage ou pendant un reméage, etc. Voilà. La reine est uniquement nourrie à la gelée royale. Si vous regardez un petit peu ces petites photographies, donc ça c'est une étude qui a été faite avec Megabi. Donc vous avez un groupe contrôle, donc qui a été uniquement nourri avec du sirop. Vous avez un groupe qui a été nourri avec du Megabi, un groupe qui a été nourri avec un des concurrents de Megabi et un groupe qui a été nourri avec du pollen à la première semaine et à la quatrième semaine à la fin de l'étude. Donc ce que vous pouvez voir, donc les petits acinis là, ils ont complètement disparu pour le groupe contrôle qui a été nourri uniquement au sirop. Et ces acinis se sont complètement atrophiés, on va dire, après 2 semaines. Donc ça veut dire que ces glandes hypopharyngiennes ne produisent plus de gelée royale. À la semaine 3, donc les glandes hypopharyngiennes du groupe contrôle et du groupe concurrent n'étaient plus, entre guillemets, plus viables, plus productives. Par contre, pour les groupes pollen, on va dire pollen et mégabi, on voit que jusqu'à la semaine 4, bah, c'était quand même pas trop mal, avec un léger avantage dans cette étude pour mégabi. Donc ça veut dire que les glandes hypopharyngiennes sont restées actives bien plus longtemps qu'un groupe qui n'a pas été supplémenté en protéines ou qu'un groupe supplémenté avec un des concurrents. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc les glandes hypopharyngiennes, bien développées, ça veut dire une bonne sécrétion de gelée royale. Ça, c'est hyper important. Il faut savoir que quand votre ratio nourrice-couvain, il est élevé, et que les nourrices sécrètent énormément de gelée royale parce qu'elles ont des glandes hypopharyngiennes hyper développées, et ben il peut arriver en fait que les nourrices commencent à partager de la gelée royale avec les abeilles adultes. Parce qu'en fait, il y en a trop, elles vont pas le jeter et du coup, elles vont aller le donner aux abeilles adultes. Et ça, c'est un critère qui est très très important parce que ça va permettre aussi l'augmentation de la concentration en protéines dans les molymphes. Donc ça, c'est une étude qui a été faite hein, sur 100 abeilles émergentes. Donc à chaque fois que vous avez un trait, c'est 100 abeilles émergentes.
Et donc, ces différents groupes ont reçu donc, une source de protéines avec du sirop et de l'eau. Donc, hormis le groupe contrôle, donc, pardon si je dis pas de bêtises, le groupe contrôle, voilà, qui n'a pas, lui, reçu de protéines. Donc, au départ, vous avez un taux de protéines qui est équivalent dans tous les groupes, et au bout de 15, 30 et 60 jours, vous voyez l'évolution du taux de protéines dans l'hémolymphe. Donc, vous voyez qu'avec Megabi, on est quand même au-dessus, voire même au-dessus du pollen. Donc, Megabi a été correctement assimilé et ça a permis justement de maximiser le taux de protéines dans l'hémolymphe. Ce qu'on peut voir avec un des concurrents qui lui était sur une source de protéines issue du soja, et bien comme vous pouvez voir, au bout de 30 jours, le taux de protéines dans l'hémolymphe a complètement chuté et il est même passé en dessous du groupe contrôle qui n'a pas reçu de protéines. C'est ce que je vous parlais un petit peu sur les problématiques qu'on peut avoir avec le soja et la perturbation de l'assimilation des protéines. Une étude également, elle a été effectuée sur, voilà, voir la durée de vie des abeilles. Parce que je vous parle de taux de protéines, de glandes hypopharyngènes, etc. Plus vous avez de protéines dans les molymphes, etc., donc plus de corps gras, plus les abeilles vont vivre longtemps. Donc là, il a juste été mesuré une durée de vie. Donc ce que vous pouvez voir, hein, entre le groupe contrôle uniquement nourri au sirop, donc on voit que la mortalité elle est relativement rapide, hein. Au bout de 40 jours, on est quasiment à 100% de mortalité des abeilles. Le concurrent, ça suit à peu près la même chose, hein, que le groupe sirop. Et on voit que le groupe Mégabi et pollen se tient à peu près dans la même fourchette, hein, avec un léger avantage ce coup-ci pour le pollen. On va pas se mentir, hein, si vous avez un environnement hyper favorable, un bon environnement diversifié, etc., rien ne sert de protéiner. Les abeilles vont trouver ce dont elles ont besoin. Ça sert à rien de venir les supplémenter. Encore une fois, ça dépend de votre stratégie. L'importance de la vitellogénine, donc on a parlé de la gelée royale, on a parlé des protéines dans les molymphes. Maintenant, la vitellogénine, donc c'est une protéine qui est stockée dans les corps gras des abeilles. Elle est indispensable pour la production de la gelée royale et elle est impliquée dans le transport des nutriments dans les molymphes. Elle est aussi associée, donc je vais vous l'expliquer avec ce petit schéma, à la réponse immunitaire, à la division des tâches et à la longévité des abeilles. Donc, voilà, je vais essayer d'être à peu près clair, hein. La nutrition de l'abeille, on pourrait en parler pendant des semaines et des mois, je pense. Il y a encore énormément de travaux là-dessus. Donc voilà, là j'essaye de faire une petite synthèse rapide en 1 heure, hein. Donc excusez-moi si je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Mais donc vous avez vos jeunes abeilles, vous avez le petit point violet, hein, qui est situé sur l'abdomen de l'abeille ici. Donc plus il est gros, plus il y a de protéines. Plus l'abeille contient de protéines, on va dire. Donc les jeunes abeilles n'en contiennent pas beaucoup. Les nourrices, beaucoup, parce qu'elles vont justement sécréter de la gerroyale, etc. C'est hyper important. Et au fur et à mesure du temps, donc l'abeille va vieillir, entre guillemets. Donc vous savez, au départ, elle est très axée sur des travaux à l'intérieur de la ruche. Et elle va finir sa vie à l'extérieur de la ruche en tant que butineuse. Et ben, faut savoir que la diminution du taux de protéines dans l'abeille, eh ben, c'est un des indicateurs qui va faire passer l'abeille au stade de butineuse. Parce que les butineuses contiennent très peu de protéines en fait. Si on dose les protéines d'une butineuse, elles sont beaucoup plus faibles qu'une nourrice. Donc cette chute de protéines va faire passer on va dire l'abeille à l'intérieur de la ruche au stade de butineuse. Et ensuite, la butineuse ne consomme plus de protéines, hein. Elle va vivre sur ses réserves, on va dire, glucidiques. Et donc vous avez, avec la vitesse de la synthèse de la vitellogénine qui augmente pour atteindre un maximum pour la nourrice, et ensuite qui diminue chez les butineuses. Et voilà, ça va être hyper important aussi derrière pour vous expliquer pourquoi une mauvaise nutrition peut impacter, entre guillemets, des effondrements de colonies. Donc, je pense que c'est justement cette diapo-là. Donc, que se passe-t-il en cas de malnutrition? Donc, qui dit malnutrition, ça veut dire quoi? Vu tout ce qu'on a vu précédemment, c'est que les nourrices, elles n'ont pas de glandes hypopharyngiennes suffisamment développées. Donc, elles ne produisent pas suffisamment de gelée royale. Elles ne peuvent pas non plus, du coup, partager cette gelée royale avec les autres adultes. Le taux de protéines dans l'hémolymphe
chutent, les butineuses ne vivent que grâce aux glucides et finissent par mourir. Mais il faut savoir que si on a un manque de protéines, ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure avec le petit schéma, c'est que si le taux de protéines dans les abeilles diminue drastiquement, elles vont passer au stade butineuse. Donc c'est là où on se retrouve à un cas de figure où les abeilles, elles deviennent butineuses trop tôt. Et du coup, elles vont mourir plus rapidement. Et du coup, on atteint un déséquilibre du ratio nourrice-couvain. Et après, c'est un espèce de cercle vicieux qui va se produire dans la colonie et qui peut provoquer justement la mort de la colonie. L'effet mégabi. Qu'est-ce que mégabi va pouvoir apporter à vos colonies? Donc ça va permettre un point hyper important, ça va être le chevauchement des générations. Donc vous allez commencer à donner mégabi à vos colonies. Donc ça va permettre de maintenir l'activité, on va dire, des glandes hypopharyngiennes plus longtemps. Donc ça va permettre aux nourrices de produire plus de gelée royale que nécessaire, donc un partage de cette gelée royale avec les autres abeilles. Du coup, une augmentation du taux de protéines dans les molymphes et plus de vitellogénine dans les corps gras. Et donc ça va augmenter la durée de vie des butineuses et des autres abeilles. On n'a pas ce phénomène de passage au stade butineuse qui est trop tôt, trop rapide, et donc on va se retrouver avec un chevauchement dans les générations. Parce que voilà, la colonie elle est en perpétuelle évolution du nouveau couvain, la naissance d'abeilles, etc. Donc en faisant vivre, en faisant rester les abeilles, on va dire, plus longtemps dans la colonie, en permettant aux butineuses de vivre plus longtemps, eh ben, on va permettre ce chevauchement de génération et donc on va renforcer la force des colonies. Et donc on aura à terme plus d'abeilles dans la colonie et plus de production et des colonies plus saines. Une étude également qui a été menée avec Megabi et différents, on va dire, sources de nutrition protéinée. Donc à chaque fois, il y a eu l'apport de glucides, je reviens là-dessus. Donc ça a été comparé avec différents produits. On peut voir que Megabi pardon, a été consommé de la même manière que les autres produits présents sur le marché. Megabi a provoqué une augmentation de la population 30% supérieure à ce que vous pouvez avoir avec une colonie qui n'a pas été supplémentée en protéines. Par contre, on a fait pardon, on a triplé la quantité de couvain dans les colonies qui ont été supplémentées avec Megabi comparé aux autres produits. Donc ça, c'est vraiment hyper important avec ce que je vous expliquais un petit peu, le chevauchement des générations, booster un petit peu la ponte, des nourrices qui sont capables de gérer beaucoup plus aussi de couvain, le ratio nourrice-couvain qui est un bon ratio, qui est un ratio élevé. Donc voilà, ça, ça va augmenter la quantité de couvain dans les colonies. Il faut savoir également que une bonne nutrition, ça va aussi stimuler le système immunitaire de vos abeilles. Donc ça, c'est un point qui est hyper important. Je ne dis pas que ça va régler les problèmes, mais ça va stimuler le système immunitaire, donc ça va potentiellement permettre à vos colonies de supporter, par exemple, une charge virale plus importante, une pression varroa plus importante. Donc là, par exemple, c'est une publication scientifique. Donc là, ce qu'ils ont été voir, c'est ils ont comparé le taux de DWV euh, en fonction de différentes sources, en fonction de différentes nutritions. Donc vous aviez le D0 avec la quantité de DWV, un groupe nourri au pollen, un groupe supplémenté en protéines et un groupe contrôle uniquement nourri avec du sirop. Et bien, ce que vous pouvez voir au bout de 11 jours, donc dans le groupe pollen, clairement, la charge virale n'a pas augmenté par rapport au départ. Elle n'a pas non plus augmenté, voire diminué, enfin elle a diminué dans le groupe pollen. Elle a aussi diminué dans le groupe supplémenté avec les protéines. Par contre, dans le groupe contrôle, vous voyez que ça a explosé à partir du jour 4. Donc voilà, ça va stimuler la tolérance et la résistance de vos abeilles aux différents, on va dire, parasites ou pathogènes. Ce petit schéma, c'était juste pour vous expliquer que la nutrition de l'abeille, enfin, c'est très compliqué parce que au final, vous êtes dans un super organisme. C'est-à-dire que
La nutrition de l'un va dépendre de la nutrition de l'autre, qui va dépendre de la nutrition du superorganisme. Donc, on a essayé de faire un petit schéma pour vous expliquer un petit peu tout ça avec donc la nutrition de la colonie, la nutrition de l'adulte et la nutrition des larves du couvain. Avec donc en A, la nutrition des abeilles adultes dépend forcément des réserves de la colonie. Ah, s'il n'y a pas de réserve dans la colonie, bah, vous allez avoir du mal à nourrir les abeilles adultes. Avec l'interaction F, le statut nutritionnel des abeilles adultes, et ben, par voie de conséquence, va également influer sur leur activité et donc sur les réserves de la colonie. Un peu le cercle, pas vicieux, mais c'est le cercle normal de la nutrition de l'abeille, entre guillemets. Au niveau de la nutrition adulte et de la nutrition des larves, donc la qualité des larves, elle est dépendante de la nourriture qui va être reçue par les nourrices. Donc je reviens sur tout ce que je vous ai expliqué par rapport aux glandes hypopharyngènes, la glaire royale, etc. Si les nourrices sont bien nourries, avec un taux de protéines élevé, elles ont des glandes hypopharyngènes très bien développées, et du coup la nourriture qu'elles vont donner aux larves sera une nourriture de qualité. La quantité de couvain dépend de la quantité de nourriture disponible pour les abeilles adultes. Donc ça forcément, ça vous pouvez le voir dans vos colonies, hein, quand on arrive dans des périodes où il n'y a plus trop de pollen ou plus trop de ressources, et ben la reine, par exemple dans des périodes de sécheresse, va arrêter de pondre parce que tout simplement, elles ne peuvent plus nourrir le nouveau couvain. Donc elles vont arrêter, la reine va arrêter de pondre et on peut assister à des phénomènes de cannibalisme. C'est-à-dire que des abeilles vont aller manger les larves, elles vont expulser les mâles, commencer à aussi tuer les mâles, etc. Et enfin, l'interaction E, la nutrition des larves, elle impacte le statut nutritionnel de la génération suivante. C'est un peu ce que j'expliquais. Si vous avez des larves qui sont bien nourries, donc vous allez avoir des abeilles qui sont, on va dire, bien dodues, etc. Et ben, ces abeilles bien dodues vont aller nourrir correctement également la nouvelle génération, etc. Donc c'est un petit peu toutes ces interactions que je voulais vous exposer ici pour juste vous dire que en fait, chaque paramètre va aller impacter le statut global de la colonie. Mais également, chaque abeille, entre guillemets, va impacter le statut global de la colonie. Donc c'est hyper important à garder en tête. Euh, Vous allez me dire, OK, bon, quand est-ce qu'il faut que je nourrisse mes colonies? Quand est-ce qu'il faut que je supplémente avec des protéines, etc. Donc là, ça dépend, j'ai envie de dire, de chaque apiculteur ou chaque apicultrice. Ça va dépendre de votre stratégie, de comment vous conduisez votre exploitation, etc. Donc nous, on a essayé là de vous lister une petite liste de quand, pour nous, il nous semble intéressant de venir supplémenter avec des protéines. Un point qui pour moi est crucial, c'est par exemple pour l'élevage. Donc voilà, pour les apiculteurs qui font de l'élevage, donc c'est-à-dire qui veulent produire des rennes ou des essaims, etc., clairement, l'apport de protéines peut être un point hyper bénéfique. Parce que, par exemple, si vous utilisez des protéines dans les ruches éleveuses, de manière régulière, etc., vous allez avoir une meilleure acceptation de vos greffages. Dans les ruches à mâles également, ça veut dire que vos mâles, encore une fois, ils seront bien dodus et potentiellement, vous allez avoir derrière des meilleures fécondations. Donc, parce que plus de spermatozoïdes, etc. Et aussi, pour les colonies souches, si vous avez beaucoup de greffage à faire, ça peut stimuler aussi le développement du couvain. Après, entre guillemets, attention sur les colonies souches, hein, l'objectif est quand même de garder ces reines relativement longtemps, donc il ne faut pas trop pousser non plus la ponte de la reine. Il faut avoir ce qu'il est nécessaire pour pouvoir faire la multiplication, etc. Mais soyez vigilants sur ce point. Il est aussi important de venir apporter des protéines, par exemple, après un hiver qui a été un petit peu compliqué, où les abeilles ont, par exemple, quand les températures ont fait un petit peu le yo-yo, parce que ça, je pense que c'est le pire pour les abeilles, et ben ça peut aider justement pour le redémarrage de printemps, en attendant les premières mêlées ou les premières sources polliniques, on va dire. Donc ça peut aider justement pour redémarrer les colonies. Gardez bien en tête, hein, ça je pense qu'on le dit peut-être pas suffisamment. Euh, Là, j'ai envie de dire, par exemple, cette année, là, on se trouve à peu près à la moitié de la saison apicole. Parce que là, vous allez attaquer un peu toute la période pour ceux qui ont encore quelques récoltes à faire, vous allez récolter votre miel. Il va falloir appliquer votre stratégie de lutte contre varroa. Mais c'est en gros la période
à mon sens, la plus importante pour le printemps prochain. C'est-à-dire que là, à partir du mois, on va dire, de fin septembre, octobre, vous allez commencer à préparer les abeilles d'hiver. Il faut savoir que ces abeilles d'hiver, il faut qu'elles soient hyper en forme. Donc je vais rebondir sur le dernier point, à l'automne pour préparer des bonnes abeilles d'hiver. Corps gras bien développé, longévité. Donc si vous apportez suffisamment de protéines dans la période de préparation des abeilles d'hiver, donc vous allez avoir des abeilles qui sont bien dodues avec des bons corps gras, donc qui vont vivre plus longtemps et être aussi moins sensibles à toutes les pressions extérieures. Et il faut savoir que ces abeilles d'hiver, comparées aux abeilles de pleine saison, bah, ces abeilles d'hiver, c'est celles-là qui vont devoir redémarrer la colonie au printemps. Donc c'est elles qui vont devoir réélever les premiers couvains, c'est elles qui vont devoir aller chercher les premiers pollens pour pouvoir justement lancer les couvains, etc. Donc il faut que ce soit vraiment des abeilles en bonne santé, bien dodues, pour pouvoir repartir sur de bonnes colonies. Donc en gros, là, pendant l'automne, vous allez préparer votre saison prochaine. Donc c'est hyper important à garder en tête. Donc supplémenter également lors de la création des seins pour accélérer le développement. Également, ben, si vous avez fait des essaims, ça veut dire que vous avez prélevé des cadres dans une colonie, ben, vous pouvez aussi supplémenter ces colonies pour justement les aider à se remettre un petit peu de cette division. Pendant une période de sécheresse ou de disette, donc quand les ressources environnementales ne sont pas disponibles, vous pouvez aussi également utiliser les protéines quand les ruches sont en condition de stress. Donc j'ai pris deux exemples, hein, infestation varroa, mais aussi pression frelon asiatique. Quand vous avez 10 ou 15 frelons en permanence pendant un mois et demi devant chaque colonie, il faut savoir que les abeilles sortent plus trop. Donc elles ont du mal à aller chercher le pollen, elles ont du mal à aller chercher les glucides. Du coup, voilà, ça peut permettre, on va dire, de minimiser un petit peu cette pression frelon asiatique. Après, voilà, hein, clairement, à l'heure actuelle, si vous avez une pression frelon qui dure, on va dire, pendant 2 ou 3 mois, ça va commencer à être compliqué, hein. Vous aurez beau apporter ce que vous voulez. C'est honnêtement, je pense que beaucoup d'apiculteurs peuvent le remarquer. On arrive à des colonies qui sont très faibles et qui finissent par mourir pendant l'hiver, quoi. Pardon. Donc, à la suite, ou quelques semaines après l'application du traitement varroa de fin de saison. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est, à mon sens, commencez par appliquer votre stratégie de lutte contre varroa. Par exemple, vous appliquez, une semaine ou 15 jours après, vous pouvez venir apporter des protéines. Pourquoi peut-être pas au même moment que le traitement varroa? Nous, ce qu'on conseille en général, hein, si vous mettez des traitements varroa qui sont par contact, un petit nourrissement glucidique, donc du sirop, tout simplement. Au moment où vous allez mettre le traitement, ça va augmenter un petit peu l'activité de vos abeilles dans la ruche parce qu'elles vont aller dans le nourrisseur, elles vont aller stocker les glucides, etc. Et ben, ça va permettre d'augmenter le mouvement et du coup permettre d'augmenter la dissémination de l'actif que vous allez utiliser. Donc ça, c'est un petit point pour augmenter l'efficacité de vos traitements. Et venir ajouter des protéines quelques temps après, ça veut dire qu'on a déjà fait chuter un petit peu l'infestation varroa, parce que l'infestation varroa, hein, va aller pomper les corps gras, etc. Donc voilà. Vous commencez par lutter contre varroa et ensuite vous allez apporter des protéines pour que les générations suivantes aient justement soit une génération de qualité avec des bons corps gras, etc. Donc voilà, c'est juste un petit conseil, ne pas le faire tout de suite au moment de l'application, mais un tout petit peu après. Et du coup, encore une fois, donc à l'automne pour préparer de bonnes abeilles d'hiver. Mais très clairement, hein, nous, voilà, là aujourd'hui, l'objectif était de vous expliquer un petit peu Mégabi, ce qu'est le produit Mégabi, etc. Gardez également en tête, les abeilles n'ont pas besoin d'être nourries toute l'année. Normalement, l'environnement est suffisant pour permettre à vos colonies de correctement se développer. Ces produits, dont Mégabi, c'est des produits qui peuvent permettre de limiter les problèmes, de parfois augmenter les productions en fonction de quelle est votre stratégie, on va dire, apicole. Mais voilà, ne pas utiliser de la nutrition tout le temps, c'est clairement pas nécessaire. Vous allez me dire combien de temps dois-je nourrir les colonies, par exemple quand vous allez apporter des protéines. Donc nous, on a une règle, c'est la règle des 6 semaines. Donc anticipez 6 semaines avant et nourrissez pendant 6 semaines. Donc si vous voulez que quelque chose se passe, eh ben, il faut se le dire 6 semaines avant, parce que ça prend forcément du temps. C'est pas un résultat qui est immédiat, donc parce que bah, justement tout le transfert au couvain, les nourrices, etc. Donc ça prend du temps. Un seul pâtis ne sera sans doute
pas suffisant pour une colonie qui est très bien développée. Donc le nouveau couvain, il a besoin de nourriture. Donc vous devez nourrir plus longtemps si vous souhaitez obtenir un bon ratio nourrice-couvain, et ce qui est primordial pour le bon développement de vos colonies. Donc voilà, un seul pâtis ne suffira pas, donc il vaut mieux garder en tête cette règle des 6 semaines. Donc vous mettez un premier pâtis, quand il n'y en a plus, vous venez en rajouter un autre, comme ça pendant au moins 6 semaines. Et c'est à partir de ce moment-là où vous pourrez voir des résultats bénéfiques pour vos colonies, ou des changements en tout cas, par exemple sur la quantité de couvain, sur une potentielle meilleure récolte par la suite, etc. Là, on voulait faire une petite synthèse un petit peu sur Megabi, les éléments clés du produit qu'on commercialise et qu'on a développé. Donc, on a un taux élevé de protéines de bonne qualité, donc non OGM, pas de soja, uniquement des protéines d'origine végétale. Donc, ça, c'est un point hyper important. Savoir que donc, dans la poudre Megabi, vous avez 46% de protéines brutes. C'est un produit qui est appétant, il n'y a pas d'ajout de saveur ni de sucre. Dans la poudre, il n'y a pas de sucre. Mais quand vous allez le donner à vos abeilles, donc si vous faites des pâtis, vous allez ajouter du sucre. Si vous faites un nourrissement liquide, vous allez également ajouter du sucre. Mais voilà, il n'y a pas d'ajout de sucre pour augmenter artificiellement l'appétence. Il y a une bonne balance des acides aminés essentiels, donc origine végétale, pas de soja, pas d'œuf, bien évidemment, ça je me répète. Un usage qui est varié, donc vous pouvez l'utiliser soit sous forme de pâtis, soit sous forme liquide, ou également sous forme de poudre. On va revenir sur cette dernière, la nutrition sous forme de poudre, on va y revenir après. On a une faible taille des particules, donc pas de déchets, et une meilleure assimilation des protéines que vous apportez. Un pH acide pour améliorer justement la digestion. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais rebondir parce que ça, c'est des discussions qu'on a avec pas mal d'apiculteurs, donc qui utilisent des compléments protéinés. Voilà, on a quelques apiculteurs qui se retrouvent avec et entre guillemets, des adultérations du miel parce qu'on va, dans leur miel, retrouver des levures. Donc ça, c'est un point qu'il faut être très vigilant quand vous faites de la supplémentation protéinée. Ne jamais supplémenter les abeilles avec des protéines pendant une mielée. Clairement, vous avez des risques de retrouver des éléments étrangers dans le miel et du coup que votre miel soit déclassé car adultéré. Donc la majorité des cas, on retrouve des levures en fait dans le miel. Donc est-ce que la supplémentation protéinée a été faite trop près de la mielée? Est-ce que ça a été fait pendant la mielée? Donc ça, c'est plein de questions qu'on peut se poser. Après, il faut savoir, par exemple, je vous ai montré une étiquette tout à l'heure, on avait 25% de levure végétale. Donc, dans le produit, la majorité des sources de protéines sont issues des levures. Nous, il faut savoir que dans Megabi, les protéines majoritairement ne sont pas issues des levures. Donc, on a une faible proportion de levures dans la poudre Megabi. Donc, ça peut permettre justement de ne pas se retrouver avec ces soucis d'adultération et de soucis de retrouver entre guillemets des levures dans le miel. Mais encore une fois, ne jamais faire de supplémentation protéinée pendant une mielée. Et un petit bonus, hein, parce que bon voilà, faut en être fier un petit peu. Donc c'est fabriqué en Europe et sans OGM. Je regarde un petit peu l'heure pour voir si je suis pas trop mal là. Donc comment utiliser Megabi? Donc bien sûr, si vous décidez d'acheter ce produit parce que vous pensez que c'est un produit intéressant, vous avez envie de le tester, etc. Donc tout est bien expliqué hein, sur les étiquettes. Donc vous pouvez préparer par exemple des pains de 450 grammes avec un taux de protéines à 20%. Donc pour ça, bah, vous allez mélanger 200 grammes de mégabi avec 235 grammes d'un sirop lourd. Et vous allez, le petit bonus, ajouter 15 grammes d'une huile végétale, une huile neutre, hein. N'allez pas chercher l'huile d'olive, très honnêtement. Une huile de colza, huile de tournesol, c'est parfait. Donc ça, c'est hyper important aussi pour bah, le développement des corps gras, d'apporter des éléments, enfin, du gras. Donc ça, c'est hyper important. Donc vous allez préparer le mix. Faut savoir que Megabi, la poudre est tellement fine qu'elle va absorber énormément l'humidité, donc présente dans le sirop, etc. Et ça va vous faire une pâte, en fait, que vous allez venir étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé, donc relativement fin, pour pouvoir venir, comme sur la photo ici, le déposer sur les têtes de cadre. Très honnêtement, il ne faut pas, pour moi, donc là c'est mon avis perso, il ne faut pas placer vos pains protéinés dans un nourrisseur.
parce que clairement, ça va se dessécher, etc. Vous allez vous retrouver avec un bloc en béton. C'est un peu pareil que le candi, hein. Le candi, clairement, mettez-le directement au contact, euh, au contact des cadres, au plus près du couvain. Parce que c'est là où, bah, justement, avec l'humidité ambiante, ça va garder sa texture et les abeilles vont pouvoir continuer à le consommer. Donc, placez le pâtis sur les cadres, proche du couvain. Vous avez aussi une nutrition liquide, enfin, un nourrissement liquide, on va dire. Donc là, vous allez chercher des taux de protéines qui sont quand même beaucoup plus bas. Donc vous allez mélanger 1 kg de mégabilles pour 15 litres de sirop. Vous mélangez correctement. Et les tailles de particules de mégabilles étant très fines, et ben en fait, mégabilles va rester en suspension pendant la prise, une fois que vous allez mettre le sirop dans les nourrisseurs, dans vos colonies. Donc ça, c'est aussi hyper important. Mais mélangez bien, il faut vraiment casser toutes les petites mottes qui peuvent y avoir. Certains apiculteurs, voilà, vont aussi pouvoir l'utiliser sous forme de poudre. Alors, ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, hein. Ça se fait par exemple en Espagne ou aux États-Unis. En France, pour le moment, moi, je ne l'ai pas encore vu. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser des nourrisseurs que vous mettez dans le rucher. Ça peut faire un peu la pagaille aussi de temps en temps. Mais en tout cas, vous pouvez mettre la poudre et les abeilles vont venir comme du pollen récupérer la poudre. Donc là, c'est pas une méthode que moi je préconise, très honnêtement. Après, ça peut peut-être avoir un intérêt pour le stockage, par exemple, dans les colonies pendant l'hiver, pour qu'elles aient accès à des protéines au printemps, pour relancer la colonie, etc. Donc c'est entre guillemets, le seul avantage que je verrais pour la nutrition sous forme de poudre, entre guillemets. Après, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, Megabi est une poudre tellement fine qu'elle est hyper hygroscopique, donc elle va capter toute l'humidité. Donc voilà, si votre nourrisseur il est un peu pas tout à fait à l'abri de l'eau, etc., vous allez en retrouver un peu avec un bloc. Ça va pas forcément être évident pour les abeilles de venir récupérer la poudre. Voilà, encore un petit peu de présentation, hein, mais donc Megabi, il est disponible en sac de 2 kilos, de 20 kilos et 680 kilos, hein, pour les gros apiculteurs. Donc avec une utilisation variée, hein, donc Patti qui est à notre sens le plus recommandé, liquide, donc mélangé au sirop, et sous forme de poudre. On voulait vous faire un petit peu la pub aussi, donc on a créé un guide nutrition. Bah, je ne sais pas si là, pendant que je papote, vous avez le temps d'aller flasher le QR code ou alors sinon vous allez sur le site de vetopharma.fr. Donc c'est un guide qui est complètement gratuit où on a essayé de rassembler énormément d'informations sur la nutrition des abeilles. Donc voilà, vous avez eu une petite présentation là pendant une heure à peu près sur la nutrition de l'abeille. Après, il y a encore énormément de choses à découvrir, énormément de choses pour aller dans les détails. Donc n'hésitez surtout pas à aller chercher un petit peu ce guide. Je pense que ça peut être utile. Et bah, écoutez, voilà. Je voulais vous remercier en tout cas de m'avoir écouté. Là, du coup, je vais arrêter la présentation et je vais regarder un petit peu les différentes questions qu'on a reçues. Donc, je vais juste prendre 1 ou 2 minutes pour lire à peu près les questions et puis je vais essayer d'y répondre. Voilà. Donc, attendez, j'arrête la présentation. Si j'y arrive. Alors, bonjour. Question sur l'action de la gelée royale sur les ouvrières. Est-ce que le surplus va augmenter le nombre d'ouvrières pondeuses? Alors, très honnêtement, non. Clairement, ça va juste augmenter le taux de protéines chez les ouvrières. Donc, ça ne peut être que bénéfique. Après, voilà, encore une fois, hein, soyez vigilants quand vous allez apporter des protéines au printemps. Parce qu'au printemps, on a quand même des mielées qui sont relativement fortes et rapides, la mielée de colza, par exemple. Donc voilà, gardez en tête que vous allez complémenter, supplémenter, il y a la question aussi, la différence entre supplémenter et complémenter. Je sèche un peu, mais je vais y revenir. Mais voilà, quand vous allez apporter des protéines en plus par rapport à ce qui est disponible dans l'environnement et du coup booster vos colonies, booster la ponte de la reine, etc., soyez vigilants par rapport à ça sur la possibilité d'augmenter aussi le risque d'essaimage. Euh, Si on nourrit trop les abeilles avec les protéines, cela veut dire que les nourrices vont rester plus longtemps nourrices et qu'il y aura donc moins de butineuses. Alors non, pas tout à fait. Je reviens un petit peu sur le chevauchement des générations et je vous disais, quand vous apportez des protéines, l'effet il n'est pas immédiat. C'est pas parce que vous mettez un pain de protéines que tout de suite vous avez plus de nourrices, moins de butineuses, etc. Vous allez avoir un chevauchement de génération et du coup vous aurez toujours la même
quantité de butineuses, voire plus de butineuses, plus de nourrice, mais aussi plus de butineuses. Parce qu'au final, dans la colonie, vous allez avoir beaucoup plus d'abeilles. Donc non, c'est pas parce que vous allez apporter des protéines que vous allez avoir moins de butineuses. Au contraire. Euh, tut, tut, tut. Attendez, je lis en même temps. Alors, nourrir après l'application du traitement varroa, cela veut dire après les 10 semaines d'application ou 2 semaines après le début d'application. Alors non, moi clairement, enfin oui, c'est peut-être mal écrit dans la présentation, je vous conseille de le faire un tout petit peu après l'application du traitement, pas après la fin du traitement. Parce que clairement, si vous allez par exemple traiter, on va dire mi-août, vous allez chercher par exemple sur un traitement de 10 semaines, vous allez être donc fin août, fin septembre, fin octobre, il est clairement trop tard pour venir apporter des protéines. Donc faites-le un tout petit peu après la mise en place du traitement. Parce que c'est là justement où vous allez créer vos abeilles d'hiver. Donc c'est hyper important. Et pas à la fin du traitement, il sera trop tard, quoi. Vous pouvez toujours venir en apporter un petit peu à la fin du traitement, mais il ne faut pas non plus apporter trop de protéines trop tard dans la saison. Parce qu'après, ça demande aussi de l'énergie aux abeilles pour assimiler les protéines. Donc vous allez potentiellement fatiguer vos abeilles d'hiver à terme. Donc à partir du moment où vous avez préparé, on va dire, de bonnes abeilles d'hiver, etc., je pense que vous pouvez ralentir la nutrition, la complémentation ou la supplémentation protéinée, où vous allez aussi aller chercher des taux de protéines qui sont beaucoup plus bas. Quelle est l'origine des protéines? Désolé, je regarde un peu les questions, mais quelle est l'origine des protéines dans Megabi? Donc clairement, c'est des protéines d'origine végétale, donc uniquement. Pourquoi sirop lourd? Alors c'est un sirop 2-1, c'est juste pour essayer d'avoir la bonne consistance, c'est-à-dire un pâtis qui va se tenir, qui va pas couler entre les cadres. Donc faut pas venir ajouter trop d'eau non plus. Après, un petit tips, on va dire, ou un petit truc, si jamais la consistance, ça dépend un petit peu des sirops que vous allez utiliser, hein. Logiquement, la recette qu'on vous a donnée avec tous les sirops commerciaux, la consistance est plutôt pas mal. Vous pourrez être surpris un peu quand vous préparez les pâtis à la maison, mais vous faites le mélange, donc vous mélangez Mégabi avec le sirop du commerce, par exemple. Quand vous faites le mélange, vous allez vous dire, oh, mais le mélange, il est beaucoup trop liquide, entre guillemets, et ça va couler, etc. Il faut savoir que ça met un petit peu de temps, la poudre Mégabi, pour absorber tout ça. Vous allez voir, hein, quelques heures après, eh ben, le pâtis aura la bonne consistance. Après, si jamais vous vous retrouvez avec des trucs vraiment trop liquides, etc., vous pouvez utiliser aussi un petit peu de sucre glace pour venir continuer à absorber l'humidité et gagner un petit peu en consistance. Ça va modifier un tout petit peu votre taux de protéines dans les pains au final, mais ça peut être une petite stratégie pour justement éviter ces petits soucis de consistance. Mais logiquement, on l'a testé sur la majorité des sirops commerciaux disponibles en France. La recette qui vous est donnée sur l'étiquette de Megabi, elle est convenable et on obtient des bonnes consistances. Euh, que pensez-vous de la propolis micronisée dans du sirop pour nourrir les abeilles? Très honnêtement, hein, la propolis a énormément d'avantages pour les abeilles, hein, enfin énormément de côtés bénéfiques, hein, à la fois pour augmenter le système immunitaire, pour la résistance aux différents pathogènes, aux bactéries, etc. Donc clairement, je pense que cela a un intérêt. Après, très honnêtement, hein, nous, les difficultés qu'on peut avoir en tant que, voilà, que marchand ou pour développer des produits à base de propolis ou alors de pollen, etc., c'est un petit peu les risques de contamination qu'on va avoir. Donc ça veut dire que par exemple le pollen, si on veut l'utiliser dans des compléments protéinés, d'une, ça va coûter hyper cher. De deux, il va falloir en fait le traiter pour retirer toutes les potentielles bactéries, les spores de loques, etc. Donc on a une étape de stérilisation du pollen. Donc ça va encore augmenter le coût et je pense que ça va être la même chose pour la propolis, hein, qui est quand même relativement chère à l'achat. Et du coup, on va se retrouver avec des produits à mettre sur le marché qui sont hyper chers. Donc voilà, il faut aussi que nous, en tant que fabricants et de produits, on trouve le bon ratio aussi pour pas au final vous proposer des produits
que vous n'allez jamais acheter en fait parce que beaucoup trop cher. Donc clairement pollen et propolis, donc on a toutes ces difficultés avec les risques de contamination et avec le coût des matières. Euh, tu, 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 tu. Quand les labos parlent de levure, il s'agit de levure de bière. Est-ce là aussi la source des protéines végétales qui sont dans la formulation Mégabi? Donc clairement, les levures de bière sont une des sources présentes dans Mégabi, mais je reviens un petit peu sur ce que je vous disais pendant la présentation. Cette source de protéines, hein, qui est également, c'est présent dans beaucoup de produits, etc. Nous, on l'a mis en très faible quantité, justement, comparé à d'autres produits commerciaux. Donc la majorité, c'est d'autres sources issues de, pas de ces levures de bière. Euh, Combien de temps se garde le produit quand il est préparé? Alors, il faut savoir que pour le moment, hein, la poudre, donc bien stockée, donc clairement à l'abri de l'humidité, à l'abri du soleil, pas dans le pick-up. Ça, très honnêtement, c'est donc à l'abri de l'humidité, à l'ombre, dans une température pas trop chaude. La shelf life, donc la durée de vie de la poudre, elle est de 3 ans pour le moment. On espère pouvoir aller plus loin, mais on a des études de stabilité qui sont en cours, hein, donc ça évoluera peut-être dans le futur. Quand vous allez préparer des pâtis, la, la problématique, je vous en parlais un petit peu, si vous stockez des pâtis à une température un peu trop chaude, bah, vous allez retrouver avec des trucs qui coulent. Et du coup, ça va être complètement, ça va être très difficile à séparer, etc. Donc, ça va être difficilement utilisable. Après, très honnêtement, on n'a pas de durée de vie sur les pâtis que vous allez faire à la maison. Donc ça, c'est des projets qu'on a, hein, de développer des pâtis à base de mégabi. Nous, l'objectif sera d'avoir une durée de vie d'au moins 1 an, voire 2 ans, si on y arrive. Donc clairement, si vous faites des pâtis, vous voulez en préparer un peu pour pouvoir les mettre dans les ruches, donc stockez-les au frais, à l'abri de tout risque de contamination, on va dire. C'est pareil, les sacs de Mégabi, juste, je repense à ça aussi. Donc c'est une poudre, hein, protéinée, c'est hyper appétant pour tout ce que vous pouvez avoir un peu qui traîne dans l'environnement, comme les souris, les rats. Donc soyez très vigilants par rapport à ça aussi, parce qu'en général, ils en raffolent. Donc il n'y a pas que les abeilles qui aiment Mégabi, mais il y a aussi d'autres petits nuisibles. Donc voilà, essayez de stocker ça proprement. Et les pâtis, donc voilà, à mon sens, stockez-les dans de bonnes conditions. De toute façon, vous allez voir un petit peu comment ils vont évoluer. Ça va plus être la texture qui va évoluer. Donc, vous allez les retrouver avec des trucs soit qui coulent, soit qui sont un peu durs. Après, logiquement, avec l'humidité que vous allez retrouver dans les colonies, ça va reprendre un peu en souplesse. Mais voilà, après, si vous avez un truc en béton, ça va commencer à être compliqué. Donc, après, ce qui peut être fait aussi, hein, vous pouvez le stocker en chambre froide. Vous le sortez un tout petit peu avant d'aller le mettre en ruche. Et normalement, il va retrouver sa texture aussi d'origine. Ça peut permettre de pousser un petit peu dans le temps. Euh, Alors bonjour, je n'ai pas compris le temps de nourrissement de Mégabi. Par exemple, pour avoir des bonnes abeilles d'hiver, on peut commencer à nourrir en août, mais jusqu'à quand? À quelle fréquence? Bonne question. Non, très clairement, donc vous pouvez commencer à protéiner donc en août ou en septembre, etc. Donc vous allez voir un petit peu, c'est la colonie aussi qui va vous dire, OK, j'en ai besoin ou j'en ai pas besoin. Je veux dire, si vous mettez un pain de Mégabi et que vous le retrouvez 4 semaines après intact, c'est que les abeilles en ont pas besoin. Euh, voilà. Après, si vous voyez qu'il est consommé, par exemple, en une semaine, en 10 jours, remettez-en un et vous allez voir un petit peu la consommation. Au fur et à mesure, je pense que la consommation va diminuer au fur et à mesure du temps, mais ça veut dire que les abeilles ont suffisamment ce dont elles ont besoin en termes de protéines, de glucides, etc. Donc à un moment, ça va s'arrêter. Après, voilà, ce que je voulais vous dire quand ne pas protéiner trop les abeilles d'hiver trop tard pour ne pas on va dire, les affaiblir ou les fatiguer, parce qu'il faut quand même qu'elles passent tout l'hiver. J'ai envie de dire à partir du mois de euh, m- fin oct- enfin, on va dire début novembre, mi-novembre, etc. Ça va dépendre un petit peu de votre région, hein. Par exemple, dans le sud, vous pouvez peut-être protéiner un petit peu plus tard.
Mais voilà, à mon sens, ça n'a plus aucun sens de protéiner. Les abeilles d'hiver sont déjà produites. Donc voilà, si vous avez fait du bon boulot, les abeilles d'hiver sont en bonne santé, elles sont bien dodues et vous n'aurez normalement pas de soucis pour, pour le redémarrage du printemps. Quelle différence entre mégabit, je reprends encore toutes les questions. Quelle différence entre mégabit et nutrition pollen 25%? Donc je suppose que c'est pas nutrition pollen, mais NutriPro 25. Ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Mais donc la différence, c'est les sources de protéines. Ne sont pas issues des mêmes sources végétales, hein. Je vous parlais un peu de l'histoire des levures chez Megabi. Donc nous, on en a beaucoup moins que potentiellement NutriPro 25. Et voilà, NutriPro 25. Euh, donc voilà, c'est pas les mêmes produits. Donc après, NutriPro, je crois que vous avez déjà des pâtis qui sont disponibles. Nous, pas encore. J'espère sous peu. Mais voilà, c'est deux produits qui sont différents et qui n'ont pas les mêmes sources, on va dire, de protéines. Et après, bah, ça, je vous laisse un peu tester, on va dire, de votre côté, vérifier, tester l'appétence, etc. Après, juste un petit point qui est important, parce que des fois, on a des discussions avec des apiculteurs aussi qui testent différents produits, hein, qui nous disent, ah, mais le tien, il n'est pas appétant du tout, les abeilles, elles ne le mangent pas comparé à l'autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez quand je vous ai présenté comment on a fait la sélection des différentes sources de matières premières pour Megabi. Donc on a mis toutes les différentes sources dans une même colonie. Après, on a multiplié le nombre de colonies pour avoir une répétition. Il faut savoir quand vous voulez comparer deux produits, donc comparer les deux produits, par exemple, si vous prenez deux produits, comparer les deux produits dans une même ruche. Après, il ne faut pas le faire que dans une ruche, il faut le faire dans plusieurs. Et ce qui est hyper important, c'est aussi de prendre en compte ce que vous mettez. Si vous me comparez un produit, je vous dis une bêtise, qui a 10% de protéines, VS Megabi, vous allez aller chercher 20% de protéines, plus vous mettez de protéines, moins vous mettez de sucre pour la même quantité de produit. Donc, le produit avec 10% de protéines, il est hyper sucré. Bon, les abeilles, on va pas se mentir, elles vont se jeter dessus, sauf s'il est vraiment pas appétant. Megabi, à 20% de protéines, vous avez moins de sucre. Donc clairement, si vous comparez deux taux de protéines complètement différents dans une même colonie, en général, vous allez me dire, bah ouais, celui à 10%, il est plus appétant. Ok, certes, parce qu'il y a beaucoup plus de sucre. Par contre, l'effet que vous allez avoir, que vous allez chercher, ne sera pas du tout le même en apportant 20% ou 10% de protéines. Donc certes, les abeilles vont peut-être mettre plus de temps à consommer le mégabi avec 20% de protéines, mais l'effet escompté sera beaucoup plus favorable pour vos colonies. Donc voilà, je voulais juste faire ce petit point-là. C'est pas parce qu'elles le mangent plus vite que c'est plus appétant. Et il faut aussi réfléchir un peu à long terme. Quel effet vais-je voir sur mes colonies au bout des 6 semaines, par exemple, au bout de 3 semaines, au bout de 6 semaines, au bout de 9 semaines? C'est ça qui est hyper important. En soi, la vitesse de consommation, comme je vous dis, entre un produit avec 10% de protéines et un produit avec 20%, la vitesse de consommation, elle aura tendance à être plus rapide sur celui à 10%. Mais juste parce que, en fait, artificiellement, vous avez ajouté plus de sucre. Est-ce qu'il y a les micronutriments, minéraux, vitamines qui sont présents dans le mégabi? Alors clairement, on n'a pas fait d'ajout de vitamines ou de minéraux en plus que ce qu'on peut trouver dans les différentes matières premières qu'on a utilisées pour mégabi. Donc clairement, vous avez des vitamines et vous avez quelques minéraux présents dans mégabi. Après, encore une fois, je veux juste vous rappeler, Megabi est un complément protéiné. C'est pas un... Ça va pas remplacer votre environnement, ça va pas remplacer l'environnement immédiat de votre rucher. Les abeilles ont besoin de tout ce que vous avez, tout ce qu'elles peuvent trouver à l'extérieur, et les compléments protéinés vont venir booster un petit peu tout ça, ou alors vraiment les soutenir en conditions de stress, de disette, de sécheresse, tout ce que vous voulez. Fabriqué en Europe, mais le pollen, il vient d'où du coup? Alors dans Megabi, il n'y a pas du tout de pollen. Donc, on n'a pas ce souci de potentielle contamination, etc. Donc il y a pas de pollen, il y a pas de pollen, quoi. Euh, je pensais avoir été clair là-dessus. On n'est que sur des levures végétales à base de céréales. Voilà. Mais il n'y a pas du tout de pollen dans Megabi.
Est-ce que l'on peut congeler le pâtis? Alors, je crois que ça a été fait. Si vous préparez des pâtis, vous pouvez les congeler. Normalement, quand vous les laissez sortir après du congélateur, si vous les laissez sortir un petit peu, forcément, vous n'allez pas mettre un pâtis congelé dans la colonie. Il faut quand même le laisser retrouver sa texture. Normalement, ça se passe pas trop mal. Voilà, après, je vous conseillerais quand même de tester, mais je crois que ça a déjà été fait, oui. Nous, on l'a pas testé en interne, mais après discussion avec quelques apiculteurs, ça a déjà été fait. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vais essayer d'en prendre encore deux, trois questions. Donc, je vois une question là. Désolé, j'essaye de retrouver d'autres. Mais vous avez surtout travaillé sur l'équilibre en acides aminés, l'appétence et la facilité d'assimilation. Alors oui, clairement, c'est tous les paramètres qu'on a essayé de maximiser. Voilà, pour essayer de vous proposer un produit de qualité. Clairement, nous on pense, enfin, c'est un produit de qualité. Sortir du soja, pour sortir de tout ça. Donc oui, on a travaillé sur la sélection des matières pour répondre aux besoins, on va dire, nutritionnels de l'abeille, l'appétence en demandant aux abeilles d'aller chercher les différentes matières premières qu'elles préféraient, clairement, parce que pour nous, c'était la meilleure solution de trouver les bonnes matières. Parce qu'après, vous pouvez développer un produit qui est parfait, avec les quantités parfaites des différents acides, aminés, etc. Par contre, potentiellement, vous allez mettre ça dans les ruches, les abeilles ne vont pas y toucher parce qu'il est absolument pas appétant. Donc, il faut aussi qu'on fasse des compromis, entre guillemets, entre voilà, ce que les abeilles vont être capables d'assimiler, donc l'appétence aussi, la taille des particules. Donc nous, on est allé chercher des tailles de particules qui sont beaucoup plus petites que le pollen, hein. Je vous rappelle les deux petites photos que je vous ai montrées au microscope. Donc voilà, on va aller chercher des tailles de particules très très fines pour justement maximiser l'assimilation des protéines sans demander trop d'énergie aussi aux abeilles. Comment savoir si une colonie en a besoin? Bonne question. Alors clairement, enfin, ça c'est votre regard d'apiculteur. C'est-à-dire si vous n'avez pas de réserve de pollen dans vos cadres. Si le couvain, il a une tête qui est pas belle, bon après ça peut aussi venir du varroa, etc. Mais à mon sens, c'est qu'il y a un manque de pollen. Si vous avez une chute de la ponte de la reine, voilà, il y a un manque de protéines. Donc à partir de ce moment-là, il ne faut pas hésiter à venir ajouter des compléments protéinés en attendant que l'environnement puisse apporter le pollen nécessaire. Mais ça, clairement, c'est quand vous ouvrez une colonie, que vous visitez une colonie, je pense que enfin, vous le voyez très vite qu'il y a un manque de protéines. Euh, donc voilà, c'est uniquement en visitant vos ruches que vous allez le découvrir et savoir s'il faut nourrir ou pas. Après, ça peut être une réflexion. Comme je vous disais, c'est intervenir 6 semaines avant. Donc, vous avez un peu connaissance aussi de votre environnement, etc. Vous savez, à peu près tous les ans, il y a une période de disette. Par exemple, bah, chez moi, c'est entre. Ça dépend un peu des années, j'ai l'impression que ça s'avance de plus en plus. Mais vous avez une période de disette, en gros, fin mai, juin. C'est un peu plus compliqué pour les abeilles. Bah voilà. Essayez de prévoir aussi 6 semaines avant la période de disette pour vraiment maintenir ce seuil de couvain suffisant pour pouvoir bien repartir après sur la mielée d'été. Donc voilà, et n'hésitez pas à continuer à nourrir pendant cette période de disette. Mais voilà, ayez connaissance aussi de votre environnement, ayez connaissance de vos ruchers. Ça va vous aider aussi à réfléchir à quand est-ce qu'il faut venir complémenter avec des protéines vos colonies. Donc est-il préférable de faire des pâtis ou mégabis liquides? Donc ça, c'est en fonction du taux de protéines que vous allez chercher. Nous, clairement, on conseille les pâtis parce que c'est quand même beaucoup plus... ça demande un peu de temps à préparer, etc. Mais c'est en général beaucoup mieux accepté par les abeilles et vous pouvez aller monter sur des taux de protéines un peu plus élevés que ce que vous allez pouvoir avoir dans un nourrissement liquide, quoi. Écoutez, je vais prendre une dernière question, si j'en trouve une. Est-ce utile de mélanger mégabi avec de la poudre de pollen 50-50 pour faire le pâtis? Euh, Bonne question, encore une fois. Clairement, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on n'a jamais testé. Alors après, ça va dépendre un petit peu de quel type de pollen que vous allez utiliser. En général, des très bons pollens de printemps, vous allez être autour de peut-être de 30% de protéines. Des bons pollens d'été, vous allez être autour de 20% de protéines. Donc, il faut faire un petit calcul. Parce qu'il ne faut pas non plus aller titiller des taux de protéines dans votre pâtis qui sont on va dire, 35 ou 40% de protéines, hein, parce que c'est aussi comme pour nous, l'abus n'est pas bon.
C'est-à-dire qu'il y a un seuil qui est intéressant pour les abeilles pour consommer des protéines. En général, il faut aller chercher des pâtis qui sont autour de, on va dire, 14-20% de protéines. Là, vous commencez à avoir des effets sur les colonies. Si vous allez taper sur des choses à 40%, clairement, vous allez au contraire inverser l'assimilation. Ça va devenir limite toxique pour les abeilles. Donc, il ne faut pas trop de protéines non plus. Donc, ce mélange, j'ai envie de dire pourquoi pas si vous avez du pollen à disposition. Voilà. Après, si vous mélangez des pelotes de pollen avec de la poudre mégabie, vous avez une différence, on va dire, de taille de particules qui va être énorme. Et voilà, ça c'est un peu des choses qu'on a appris en développant Megabee, hein. Enfin, de toute façon, tout le monde le sait aussi, je pense. C'est quand vous mélangez des choses et vous avez des tailles de particules qui sont différentes, ben, en général, vous n'arrivez pas à avoir un mélange qui est homogène. Donc ça tombe, vous allez faire des pains où il y a 80% de Megabee, 20% de pollen, et des pains où il y a 80% de pollen et 10% et 20% de Megabee. Voilà. Moi, très honnêtement, je n'irai pas sur ce mélange 50-50, je n'en vois pas bien l'intérêt. Et en tout cas, si vous voulez le faire, essayez de voir un petit peu quel type de pollen vous utilisez pour essayer d'ajuster un petit peu le taux de protéines recherché, quoi. Est-ce que le chercheur qui a travaillé sur le Megabee, Gordon, est le même que celui qui a développé l'Ultrabi de Mandlek? Pas du tout. Donc là, on est complètement sur des produits qui sont différents, donc qui n'ont pas été développés par les mêmes personnes, non, tout à fait. Il y a tellement de questions. Donc clairement, on va essayer de regarder un petit peu ça. Là, j'ai pas envie de vous faire perdre du temps non plus à sélectionner les questions parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Donc on va essayer de préparer un petit peu des réponses aux différentes questions. Et voilà, ce webinaire du coup sera retransmis, je pense, sur notre chaîne YouTube, etc. Pour que vous puissiez le réécouter si besoin. Je prends le conseil, hein, de Benoît Maté, Matt ou Maté, je ne sais pas. Donc c'est noté. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été disponible, d'avoir suivi ce webinaire. J'espère avoir voilà, répondu à la majorité de vos questions et vous avoir fait un bon topo, on va dire, sur Megabi et sur la nutrition de l'abeille. Clairement, c'est juste impossible de faire le tour en 1 heure. Voilà, c'est trop long, il y a trop de choses à savoir. Et puis on n'est pas non plus omniscient. Donc voilà, moi l'objectif était de vous faire comprendre l'intérêt de la supplémentation protéinée, ou de la complémentation protéinée, c'est à peu près la même chose, hein. Et voilà, de vous montrer un petit peu le travail qui nous a amené à développer Megabi, parce qu'on pour nous c'est un produit de qualité. Et après, comme dirait, j'ai envie de dire, Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois, donc je vous invite à le tester. Et puis, vous n'hésitez pas surtout à nous dire ce que vous en pensez, parce que bah voilà, nous en tant que Veto Pharma, nous on est ouvert, hein. Je veux dire, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. On a une adresse info@vetopharma.com, .fr, je ne sais plus. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous pensez, que ce soit pour nos traitements, pour nos produits qu'on développe. Parce que nous, l'objectif, c'est aussi de faire évoluer ces produits-là. Donc, c'est pas parce qu'on développe un produit qu'on va le figer dans le marbre et qu'on ne va plus jamais y toucher. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, testez-le et dites-nous ce que vous en pensez. J'espère que vous en serez totalement satisfait. Et puis encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Merci Lorraine pour l'organisation du webinaire. Et puis bonne encore moitié de saison pour vous. Bon été surtout. Et puis j'espère à très vite. Merci beaucoup.